C'est une table ronde, donc ça se veut échange, ça se veut dynamique. Je vous incite encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez poser à l'issue de cette table ronde. Et grâce à David, David se fera l'interprète et le relais en quelque sorte de vos questions posées à tous les intervenants de cette table ronde. Simplement, pour que chacun puisse planter un peu, j'ai envie de dire, son propre décor, entre guillemets, je vais vous laisser environ 4 minutes chacun. Hermine Durand, on va commencer avec vous. Vous travaillez à la Direction générale de l'énergie et du climat, la sous-direction du système électrique et des énergies renouvelables. Alors, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que le solaire a vraiment une place centrale, si on se place un peu en perspective 2030, 2050? C'est vrai que ce matin, on a déjà entendu quelques messages en disant bon, est-ce qu'on sera à l'heure au rendez-vous? Il y a quelques petits rabots budgétaires. Bon, je pense que c'est normal aujourd'hui que vous fassiez un certain nombre de mises au point. Je vous laisse d'abord la parole. Allez-y. Vous pouvez prendre un micro, ils fonctionnent tous. Voilà, il faut juste l'allumer. Voilà. Ne vous inquiétez pas, les slides vont vous suivre. Bonjour à tous et à toutes. Donc Hermine Durand de la Direction générale de l'énergie et du climat. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous pour vous présenter la stratégie française sur l'énergie et le climat, en particulier sur le photovoltaïque, et pour rappeler effectivement l'ensemble des actions que le gouvernement mène en faveur du photovoltaïque et le calendrier un peu des prochains mois. Alors, vous pouvez poursuivre. On va peut-être en régie, vous essayez de vous... Mais vous tranquillisez-vous avec vos slides. Continuez sur votre propos. Peut-être un petit sondage. Qui a lu la stratégie française d'énergie-climat qui a été mise en consultation fin 2023? Je vois quand même beaucoup de mains qui sont levées. Donc, ça signifie que tout le monde a envie de s'informer. Une grande partie, en tout cas. Ce projet de stratégie française d'énergie-climat, il donne une part centrale à l'énergie solaire, avec un constat très simple qui est nos besoins en électricité décarbonée vont augmenter. En 2035, on a besoin de plus 177 TWh d'énergie décarbonée, d'électricité décarbonée, et on sait très bien que les nouveaux réacteurs nucléaires ne seront pas en service avant 2035. Ils sont prévus plutôt pour la période 2035-2042. Donc si on veut de l'électricité décarbonée à cette hauteur en 2035, il faut accélérer sur l'ensemble des énergies renouvelables, l'éolien terrestre, l'éolien en mer et le photovoltaïque, entre autres. C'est pour ça que dans notre stratégie française énergie-climat, nous avons fixé des objectifs ambitieux pour 2035, donc une fourchette basse à 75 gigawatts, une fourchette haute à 100 gigawatts en 2035. Je pense que vous vous souvenez que le président Macron avait annoncé 100 gigawatts en 2050 lors du discours de Belfort. Le projet de stratégie française énergie-climat avance cet objectif en fourchette haute de 100 gigawatts à 2035. Donc nous sommes vraiment sur une ambition d'accélération du photovoltaïque. Alors certes, nous n'avons pas de loi, certes, nous n'avons pas encore de PPE adoptée, elle était prévue pour fin 2024, donc nous ne sommes pas encore en retard, mais ce document a été soumis à la consultation publique. C'est sur celui-là que nous nous reposons pour dimensionner toutes nos actions de soutien à la filière. Donc il est tout à fait essentiel dans la politique du gouvernement. Le deuxième constat, c'est que nous avons des bons résultats d'accélération du photovoltaïque. Donc sur la slide suivante, vous verrez que nous sommes en écart aujourd'hui de 1 gigawatt à nos objectifs de la PPE2, l'objectif 2023 qui est fixé à 20,1 gigawatts en métropole. Et puis derrière, nous avons cette accélération, donc cette fois-ci de forme illustrée, avec le 75 à 100 en 2035 et les jalons intermédiaires, donc qui figurent également dans le projet de stratégie française énergie-climat, 54 à 60 en 2030 et les objectifs PPE 2028 qui sont rappelés également. Voilà pour le contexte. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Le gouvernement est extrêmement mobilisé et en particulier la Direction générale de l'énergie et du climat que je représente aujourd'hui. Notre principal levier d'action, c'est bien évidemment les dispositifs de soutien à la filière photovoltaïque, les appels d'offres pour les gros projets, les guichets pour les plus petits projets et moyens projets. Je souhaite rappeler que nous continuons d'adapter nos dispositifs en permanence pour qu'ils répondent aux enjeux de la filière.
Sur les appels d'offres, que ce soit bâtiment ou sol, nous faisons régulièrement des modifications, des améliorations pour clarifier la répartition des installations en fonction des différents segments. Nous avons lancé une consultation l'année dernière sur l'évolution des dispositifs d'autoconsommation et de PV sur bâtiment pour voir si peut-être il y a d'autres modèles à envisager, par exemple des appels d'offres par grappe de projet. Nous avons aussi sur les appels d'offres une réflexion très importante en ce moment sur comment est-ce qu'on décline le règlement Net Zero Industry Act qui doit nous donner des moyens d'améliorer le développement de capacités européennes et françaises de production d'équipements photovoltaïques. Donc nous sommes d'ores et déjà mobilisés à la Direction générale de l'énergie et du climat, en lien avec la Direction générale des entreprises, pour pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles orientations européennes qui doivent nous aider à avoir des dispositifs de soutien en faveur de l'industrie et qui soient évidemment cohérents avec les lignes directrices de la Commission européenne sur les aides d'État. Voilà pour les appels d'offres. Pour les guichets tarifaires, nous sommes aussi extrêmement mobilisés. Sur le guichet pour les bâtiments, donc le fameux S21, je rappelle qu'en début d'année, nous avons quand même obtenu un rehaussement des objectifs extrêmement important en anticipation de la PPE 3. Donc de nouveau, certes, nous n'avons pas encore la PPE validée, mais nous avons quand même rehaussé les objectifs dans l'arrêté tarifaire bâtiment en début d'année. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autres arbitrage qui a été pris sur ce dispositif. Donc nous continuons de soutenir le développement des petits et moyens projets photovoltaïques sur bâtiment. Évidemment, c'est notre mission essentielle à la DGEC. Concernant les petits projets et moyens projets au sol, donc nous avons un arrêté tarifaire qui est en gestation depuis quelques années maintenant. Et normalement, au cours du mois de juin, nous allons pouvoir le présenter au Conseil supérieur de l'énergie pour pouvoir enfin disposer d'un guichet tarifaire pour les petites installations au sol. Nous allons également tester dans cet arrêté l'introduction d'une prime bas carbone, c'est-à-dire avoir un bonus financier pour les projets qui s'approvisionneraient auprès d'usines européennes et françaises. Donc nous avançons pour développer les capacités solaires en France, pour favoriser le contenu industriel européen et français, et bien évidemment tout cela dans une démarche économique et proportionnée aux différents types d'installations. Le deuxième levier, c'est la planification territoriale. Donc j'irai plus rapidement, ne vous inquiétez pas sur les deux autres points. Je ne suis pas inquiet, tout va bien. La planification territoriale, donc vous savez tous que nous avons dans la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable une demande donc de redonner une place centrale aux élus locaux. Donc ce sont les maires qui en ce moment même sont en train de tracer leur zone d'accélération. Il y en a énormément qui ont été tracés sur le photovoltaïque. Je pense que c'est la filière qui est loin devant. On en est à plus de 250 000 zones d'accélération qui sont dessinées une par les communes en application de cette loi. Et à la DGEC, nous avons travaillé donc, pour publier des données de potentiel photovoltaïque. Vous connaissez tous le portail cartographique, donc planificationénergétique.gouv.fr, sur lequel nous avons publié l'ensemble des données que nous avions à notre disposition sur le potentiel solaire en France. Donc le potentiel en toiture, le potentiel au sol, et puis aussi le recensement de tous les enjeux de type forêt, délaissés autoroutiers, ferroviaire, etc. L'ensemble des informations sont accessibles à un unique endroit et on espère que ça va permettre d'identifier un grand nombre de zones d'accélération pour les projets. Enfin, évidemment, à la Direction générale de l'énergie et du climat, nous sommes très impliqués sur les évolutions réglementaires nécessaires pour accompagner le développement du photovoltaïque. Vous avez certainement tous en tête le décret sur l'agrivoltaïsme qui a été publié il y a quelques semaines. Nous sommes en train de finaliser l'arrêté associé qui vient fixer les différents types de contrôles et de surfaces qui sont concernés par l'agrivoltaïsme. Et donc nous espérons pouvoir le publier dans les prochaines semaines afin que le cadre de développement des projets agrivoltaïques ainsi que de développement des projets photovoltaïques au sol sur espaces naturels, agricoles et forestiers soit parfaitement clair pour l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup Hermine Durand, merci en tout cas de cette mise au point. Je retiens, nous retenons, nous avançons, hein, c'est le message que vous avez fait passer ce matin.
Ça va, j'imagine, susciter pas mal de réactions voilà, dans le débat qui va suivre, et de la part du public et de la part évidemment de toutes les personnes qui sont ici avec nous. Juste une première question, mais je vous provoque un peu, hein, c'est ça les journalistes. Vous dites, vous avancez, est-ce que j'ai envie de vous demander, mais est-ce que avancer ça suffit? Est-ce qu'il ne faudrait pas accélérer? Ensuite, je laisserai la parole à Christian Buchel. Oui, mais je pense que oui, nous accélérons et nous en avons absolument besoin. Je disais, en début d'année 2024, nous avons rehaussé les objectifs sur l'arrêté S21 en anticipation de la PPE3. Donc non seulement nous poussons évidemment des objectifs ambitieux dans la PPE3, mais sans attendre, nous avons rehaussé ces objectifs. Je pense qu'il y aurait eu un coup d'arrêt qui aurait été vraiment nuisible à la filière si nous ne l'avions pas fait. Donc nous sommes très contents d'avoir été moteurs pour le rehaussement de ces objectifs. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir reprendre la parole dans un instant. Christian Buchel, je me tourne vers vous. Vous représentez Enedis, vous êtes le directeur client, territoire et Europe, et vous avez également des responsabilités importantes européennes avec vos confrères des réseaux. Réseau, c'est vraiment le mot-clé. J'ai tendance à dire, en caricaturant un peu, on en a peu parlé des réseaux avant. Maintenant, j'ai envie de dire que c'est en pleine lumière, sans jeu de mots. Sans vous, en gros, on ne peut pas faire grand-chose. Et je crois savoir que c'est une condition sine qua non, mais il va falloir planifier. C'est une condition obligatoire. Merci pour cette question. D'abord, je veux remercier votre président, le SER, hein, d'inviter Enedis. C'est peut-être pas si évident que ça. Jules, nous travaillons beaucoup ensemble et ça a été dit en introduction. Hein, c'est Xavier, en parlant de barque, on est dans la même barque. Donc, effectivement, c'est une chaîne de valeur qui rend tout ça possible. Donc, je suis vraiment très, très heureux d'être là. Monsieur le maire a parlé de décarbonation. Je pense qu'il y a effectivement la production, et c'est ce dont on parle dans cette salle. D'ailleurs, je me suis trompé d'étage. Je suis allé ce matin au-dessus, on parle de bâtiment. Et je me suis dit, c'était une bonne idée de me tromper d'étage au petit déjeuner, puisque la décarbonation, c'est une chaîne complète. C'est-à-dire, ça va de la production aux usages. Monsieur le maire a parlé des camions bennes, d'électrification. Et donc, je pense, juste pour brosser cette chaîne complète qui passe par les réseaux, effectivement, ça va de la production à la consommation. Et c'est ensemble que je me disais, en entendant parler de terawatts ou de gigawatts, peut-être faut parler de terawattheures ou de gigawattheures à un moment. Quels sont les usages, les kilowattheures qui, effectivement, permettent de décarboner? Deuxième remarque liminaire, vous avez dit les réseaux étaient un peu oubliés, c'est vrai. Et en France, je salue ma voisine de droite. Hein, je pense qu'on travaille beaucoup sur les réseaux, avec la Creux aussi. Hein, il y a le TURP qui est en négociation, mais c'est vrai sur le plan européen. Je préside effectivement l'association européenne de tous les Enedis. Très heureux, effectivement, que la Commission européenne, en tout cas c'est sur le dessus de la pile, on verra ce qui se passera après les élections, mais le Grid Action Plan notamment, qui, on va dire, pousse l'ensemble des acteurs qui rendent possible l'accélération, la transformation, les nouveaux fonctionnements des réseaux, la flexibilité, etc., soit possible. Et comme l'IAE est intervenu ce matin, Fatih Birol, le président de l'IAE, il a l'habitude de dire, on le voit beaucoup au plan européen, l'habitude de dire 1 euro que vous investissez, vous, cher Daniel, c'est 1 euro dans les réseaux. Alors c'est une moyenne mondiale, c'est sans doute un peu moins en Europe parce que les réseaux sont déjà bien construits. Donc, troisième peut-être remarque liminaire, hein, grande admiration devant vos prises de risques. Vous êtes les acteurs hein, qui prenez les risques industriels, financiers, etc. Ne pensez pas que nous aussi, on ne prend pas les risques. Hermine, vous présentiez les courbes. Nous, on se base sur ces courbes-là pour nous transformer. Enedis, l'an dernier, c'est 3000 embauches. On est passé entre 3 et 4 milliards de CAPEX, enfin d'investissements par an. On a terminé 2023 à 5, et je ne vais pas rappeler les grands chiffres, etc., mais on sera durablement entre 5 et 6. Je reviens d'un sommet européen la semaine dernière. Nous avons les réseaux publiés Grid for Speed, hein, qui doit être sur les réseaux sociaux bientôt. En Europe, on investissait actuellement à peu près 35 milliards par an. 35 milliards, hein, ce sont des chiffres considérables de transformation quand même, hein, et l'acceptabilité sociale et financière derrière ça. Les objectifs européens, tels qu'ils sont fixés, qui se déclinent donc avec les courbes qui viennent d'être présentées, ça veut dire passer entre 67 et 70 milliards par an.
au niveau européen. Donc ça montre à la fois la transformation, mais aussi la mobilisation des outils financiers, de l'acceptabilité, on va dire, de l'ensemble des acteurs sur la chaîne de valeur. Et donc ça représente pour nous effectivement des embauches. Ça représente, monsieur le maire a parlé de souveraineté, je trouve quelque chose dont on parle rarement. Les postes de transformation, vous êtes les acteurs opérationnels, les postes de transformation basse tension HTA, pardon d'être un peu concret, il nous en fallait 6 000 par an, à peu près. L'an dernier, c'était 13 000 ou 13 500, je ne sais plus, c'est l'ordre de grandeur. Avec la filière, d'ailleurs, y compris avec le SER et l'ensemble des acteurs, on a donné une visibilité plus longue aux constructeurs de transfo. Et il y a 4 nouvelles usines qui se sont construites l'an dernier, 4. Il faut à peu près 16 mois pour construire une usine. Je ne peux pas en dire encore beaucoup plus cette année, mais j'espère qu'il y en aura 5 ou 6 de plus cette année, parce que notre besoin, c'est 20 000 transfos. Et on n'est pas les seuls en Europe, puisque tout le monde a les mêmes sujets. Et donc la souveraineté, c'est aussi cette chaîne de valeur complète. Et je m'arrête par le dernier point, puisqu'on a parlé, et c'était la question de vous aussi, sur planification. Donc oui, planification, c'est le plan local. On essaie modestement, vous savez, Enedis, c'est d'abord auprès des collectivités locales. On a développé des portails, on va dire, à usage des collectivités locales, qui sont connectés au portail dont vous venez de parler, puisque en allant sur le portail du gouvernement, vous accédez, les élus accèdent, on va dire, aux données de prévision, de planification, etc. Mais c'est aussi une planification nationale. Et pour ouvrir un peu le débat, je vais être un peu provoque, moi aussi, sans être journaliste, mais aujourd'hui, la capacité du réseau, le réseau d'ailleurs, je dis toujours, c'est Enedis plus RTE, parce que si on peut connecter on peut connecter tout ce qu'on veut au réseau de distribution, si le kilowattheure n'y rentre pas, c'est un système électrique. La capacité aujourd'hui disponible, je ne sais pas si le chiffre est connu, mais vous êtes, je me réjouis, vous êtes très très actifs sur Capa Réseau, sur tous les outils qui existent dans les réseaux. La capacité, c'est 140 gigas aujourd'hui disponible. Alors c'est très théorique, c'est très provocateur ce que je suis en train de dire. On a installé aujourd'hui sur le réseau de distrib 43 gigas. Donc je confirme, on est accéléré. C'est-à-dire qu'il y a de la place. Mais il y a de la place à des endroits qui, effectivement, ne vous sont peut-être pas accessibles pour d'autres raisons, qui sont notamment l'accès au foncier. Mais pour dire que cette chaîne de valeur et de planification, c'est un mot qu'on avait un peu oublié dans nos sociétés occidentales, la planification est absolument essentielle et j'imagine qu'on va en parler. Merci. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Daniel Bourg. Vous êtes le président d'Enerplan, le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Vous travaillez évidemment avec toute la filière. Première question, mais je vais vous laisser ces 3-4 premières minutes. Vous allez reprendre la parole après. Ça progresse en France, pour l'interrogation. Vous êtes rassuré par les propos d'Hermine Durand ou pas? Avant même de répondre à cette question, moi je tiens à remercier et Jules et Xavier pour cette invitation. Je crois que ma présence ici n'est pas neutre. C'est la première fois, à la fois que je suis invité, c'est la première fois que quelqu'un d'Enerplan participe à une table ronde. C'est aussi très, très symbolique. Ça montre qu'actuellement les deux syndicats travaillent vraiment la main dans la main toutes les questions solaires, avec deux ADN différents. Chacun revendique notre ADN, mais qui sont à la fois complémentaires et donnent une certaine efficacité. Et quand on joue ensemble, eh ben, on est capable justement d'avoir un jeu de rôle et qui peut être très efficace. Donc, c'est vraiment un point important. Je crois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont d'ailleurs dans les deux syndicats. Mais je vous rassure, vraiment, dans tous ces moments-là, dans ces moments d'accélération, dans des moments aussi plus difficiles de crise qu'on a pu connaître, on travaille tout de suite en task force, en mélangeant des deux côtés pour qu'on ait un résultat commun, immédiat et qui soit clair vis-à-vis de nos autres interlocuteurs. Alors par rapport à ce que vous me posez, la question d'être rassuré, bien sûr le discours d'Hermine en soi est très rassurant. Ceci étant, je dirais un constat qui est assez important. Il y a eu un petit, on va dire, j'espère une incompréhension qui s'est passée ce week-end, que vous connaissez tous, sur le S21. Je suis un optimiste, donc je prends les mots d'Hermine, je le prends comme une mauvaise compréhension des deux côtés de ce qui était là. Il n'empêche que ça prouve quelque chose, c'est qu'actuellement la concertation ne marche pas comme elle devrait marcher
avec que ce soit les nouvelles équipes gouvernementales ou que ce soit bien évidemment avec la DGEC. Il y a eu des changements d'hommes et de femmes à différents postes. Il faut recréer ces liens et nous, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on demande et on en a parlé ensemble récemment. On a besoin de créer des réunions régulières et d'éviter ce genre de situation qui profite, je ne sais pas à qui, mais certainement pas à la filière solaire, ça c'est sûr, et je ne pense pas non plus à l'administration. Alors, puisqu'on parle de quelque chose, il faut bien comprendre que pour nous, la PPE, c'est un phare. Si le phare est éteint, on est en pleine nuit. Le fait est qu'on a un dynamisme actuellement dans les filières solaires de bonne loi, c'est-à-dire qu'on nous parle de tripler l'activité, on y va, et c'est bien. Je veux dire, c'est rassurant. Toutes nos entreprises, on n'a jamais autant recruté que sur la dernière année. Donc on est bel et bien, et on investit massivement, on y croit tous. Le problème, c'est qu'on a ça, on n'a toujours pas le phare qui est pour nous quelque chose qui est bien élevé. On a des discours qui sont bien. On a eu tout le travail qui a été fait l'année dernière, qui effectivement est une base. Et donc, on est en confiance. Mais je dis aux uns et aux autres, on est en confiance, mais juridiquement, on n'a toujours pas cette PPE. On n'a toujours pas décliné. On n'a toujours pas d'objectif qui nous permet aux uns et aux autres d'être, je dirais, intelligents pour atteindre ces objectifs de manière précise. On est encore dans un certain flou, et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Nos entreprises ont besoin de visibilité. On investit, on recrute, on y croit, mais ne me laissez pas dans le brouillard, quoi. C'est vrai qu'on est, nous, plus habitués à travailler en jours, semaines, et quand on nous dit que la PPE est décalée d'1 an ou des choses comme ça, c'est des conséquences très directes pour nous. Et on le voit même pour l'instant. Et je dirais même pour vous tous, au niveau de l'administration, qui avait à canaliser, à suivre, si on ne sait pas quel est le but final, c'est un peu compliqué de dire ah ben on va faire ça. Or, actuellement, parce qu'on est dans une situation un peu particulière, on est avec un prix de marché qui est extrêmement bas, qui est le prix de marché spot. Je pense qu'il n'a jamais été aussi bas qu'il n'a jamais été. Je vais dire quelque part, pour nous tous, et j'ai pu en discuter avec les uns et les autres, c'est un petit côté incompréhensible. Pourquoi est-ce que soudain, alors qu'on a toujours été au-dessus de l'Allemagne, des autres pays, on est nettement en deçà? On n'a pas l'explication. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on aimerait avoir une explication là-dessus, parce que dans le budget de l'État, ou que ce soit d'une façon ou d'une autre payé quand il y a des compensations, quel est l'impact? Est-ce qu'on utilise le marché à terme? Est-ce qu'on utilise le marché spot? La différence est énorme. C'est une situation qu'on n'a pas connue historiquement, donc on ne peut même pas se dire la Creux nous l'a expliqué, etc. Non, on ne connaît pas cette situation-là. Donc il y a cette question-là, pour nous, elle est primordiale, parce que si aussi là-dessus, sur le budget de l'État, on a tous une vision un peu floue, on voit mal comment on va avancer. Donc ça, c'est un point, moi je dirais, qui pèse lourd pour nous. Je vous rappelle à tous qu'il y a 1 an, quand on était, je dis ça en rigolant, mais quand on est dans l'administration ou avec le monde politique, on se faisait toujours si on ne se faisait pas engueuler parce qu'on n'en faisait pas beaucoup plus. Normal, quand les prix de marché étaient à 200, 300, on était très très content de nous avoir. Il y a un retournement de situation, on a l'impression qu'en France, on est un peu avec une mémoire très 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 courte. Et là, maintenant, ça devient nouveau, est-ce qu'on coûte cher, etc. Tout débat est bon. Mais on revient à ma question initiale, concertation, concertation. On a besoin de travailler en confiance. Ça a été dit, et je le redis à Hermine, oui, il faut qu'on y aille, et qu'on aille peut-être plus que ce qu'on fait actuellement, où il y a encore manifestement des zones d'incompréhension. Et puis je finirai sur un point, parce que c'est quand même aussi quelque chose qui est très, très important. C'est évident que si on se développe, on commence à faire 100 gigawatts en 2035, qui est un objectif qui nous va en soi très bien, qui est une bonne fixation, il va falloir forcément qu'on ait des retours aussi en France au niveau industriel. Contrôler la chaîne a du sens. On ne fera pas 100% de panneaux français en 2035, on n'y croit pas. Par contre, on est sûr et certain qu'on a besoin de ces usines,
Ces 2 projets de Gigafactory, pour nous, c'est une chance. C'est une chance. Je crois qu'il ne faut pas se tromper là-dessus. Il faut soutenir. Ils sont couillus d'y aller, excusez-moi l'expression. Ce n'est pas évident. Ils ont besoin de notre soutien à tous. Le pacte solaire est un élément qui est important. Il faut maintenant que la profession soit bien derrière. Parce que si on n'est pas derrière, je vous promets que la PPE risque de devenir beaucoup plus compliquée dans le futur si on n'est pas là. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on s'attelle tous, avec l'administration, etc., pour que ces gigafactories sortent. On en a besoin. Merci beaucoup. On parlera effectivement des gigafactories un petit peu plus tard. Juste un mot, Hermine Durand, avant de passer la parole à Mathieu Tuche. Souhait de confiance retrouvé, mais ça, je pense que vous allez forcément dire oui. Sur ce phare qui n'est pas allumé à 100%, comme le disait Daniel Bourg, qu'est-ce que vous pouvez répondre en un mot? En tout cas, je confirme qu'évidemment, la concertation renforcée entre la filière et l'administration est un souhait partagé. Il me semble que de consulter la filière quand il y a des questions qui se posent sur les dispositifs de soutien, c'est aussi un signe de confiance de la part de l'administration envers la filière. Donc j'espère que c'est réciproque. Ensuite, concernant le phare et la PPE, le fameux phare. Pardon du coup d'insister. Aujourd'hui, nous avons un projet de PPE qui est en consultation. Nous avons une concertation qui va commencer au mois de juin, donc à l'issue des élections européennes, une dernière phase de concertation sur la PPE et sur la SNBC, à l'issue de laquelle nous allons effectivement rentrer dans la dernière ligne droite pour rédiger la PPE, faire les consultations officielles dont nous avons besoin, notamment celle de l'autorité environnementale, pour, nous l'espérons, avoir une PPE définitive fin 24 ou début 25, pour avoir ce phare, mais nous espérons qu'il va briller aussi fort que ce que nous avons déjà anticipé. Merci beaucoup pour ces précisions de calendrier. Je voudrais passer la parole à Mathieu Tuche. Vous êtes directeur territorial de la société Melvan. Vous développez et exploitez des centrales solaires, mais pas seulement. Vous êtes aussi présent sur l'éolien et l'hydrogène vert. Vous êtes un acteur start-up depuis 2019. Vous y croyez. Quand vous entendez, j'ai envie de dire, tout ce qui s'est dit déjà depuis le début de la matinée, quel est un peu votre regard, vous, de jeunes start-up, entreprises récentes, hyper dynamiques? J'imagine que vous y croyez forcément au solaire, mais est-ce qu'il y a des freins, est-ce qu'il y a des obstacles? Qu'est-ce qui vous complique la vie aujourd'hui? Alors, merci pour votre question déjà, et puis j'espère que mon point de vue, un peu le nez dans le guidon, va éclairer aussi ce débat-là. Donc, Melvan, c'est une jeune entreprise qui s'est créée parce que, effectivement, on croit fortement au potentiel PV en France. On voit un certain nombre d'objectifs qui viennent de l'Agence internationale, et puis on voit leur déclinaison en France. On voit que le potentiel est énorme, que les objectifs sont énormes. Et donc, on a créé Melvan et on l'a rejoint avec la perspective de se dire qu'on pouvait créer des acteurs nouveaux qui soient indépendants. Et avec l'objectif, nous, notre particularité, c'est qu'on veut rester indépendant le plus longtemps possible et être producteur d'énergie, c'est-à-dire d'être propriétaire de nos actifs ou investir dessus. Vous trouvez des investisseurs sans problème? On trouve des prêteurs pour le moment, du coup, justement, pour nous financer. C'est un peu différent. Oui, oui, et le photovoltaïque offre la possibilité d'avoir un risque assez maîtrisé de remboursement. C'est aussi pour ça qu'on s'est positionné principalement sur cette technologie-là. Aujourd'hui, nous, on est une quarantaine. Moi, quand j'ai rejoint l'entreprise il y a 2 ans et demi, j'étais le 9e ou le 10e. On progresse plus vite que prévu. Alors, on est dans une phase de développement de projet. On sécurise des projets, ça ne veut pas dire qu'on les sort encore, on en a sorti quelques-uns, mais tout ça est encore devant nous. Donc on a une compétence établie pour sécuriser un portefeuille qui fait aujourd'hui à peu près 500 MW, donc c'est considérable. Pour autant, on en a construit 4 MW aujourd'hui. Les projets qui sont les plus matures qu'on développe sont plutôt les plus petits projets, puisqu'ils sont allés plus vite. Et donc on est aujourd'hui exposé dans la réalisation de nos projets au guichet, au cadre tarifaire, puisque c'est principalement des projets dits en S21 ou des projets qui sont éligibles au S24 à venir. En tout cas, on l'espère fortement pour la totalité d'entre eux.
Que dire de plus? Donc on a un portefeuille effectivement qui est diversifié. On a l'ambition de faire des projets qui sont significatifs, plusieurs dizaines de mégawatts. Aujourd'hui, ils sont moins mûrs. Et aujourd'hui, on se heurte plutôt au S24 ou au S21 dans les risques qu'on voit à horizon 6 mois. Ça représente un petit volume de projets, mais ça représente une période qui est très particulière pour Melvan, puisque c'est les premières dizaines de mégawatts qu'on va construire. Et ils sont amenés, eux, à pouvoir soutenir l'activité de développement qui nous permettra d'atteindre des jalons plutôt en centaines de mégawatts à horizon 3 à 5 ans. Cette agilité, cette souplesse, pour vous, c'est un atout dans le secteur par rapport à d'autres entreprises de taille plus lourde. Mais en même temps, la réglementation qui existe déjà ou la réglementation à venir, elle est la même pour vous aussi, non? Est-ce que c'est compliqué? Alors c'est évidemment compliqué parce que dans le monde des énergies renouvelables et au regard aussi d'instabilité politique et réglementaire qui existe depuis longtemps, il faut savoir être patient. Et à être patient, quand on est une petite entreprise, c'est plus difficile que quand on est dans une grande entreprise. La plupart d'entre nous, chez Melvan, avons eu des expériences dans des groupes bien plus établis. Donc on connaît les deux côtés des typologies d'entreprise. Et donc oui, nous, on a dans les mêmes incertitudes, on peut avoir plus peur quand on est une plus petite boutique. Et après, à l'inverse, on a la possibilité d'être très agile. C'est-à-dire que quand il y a un secteur qui s'ouvre, eh bien, de s'y engouffrer, vous pouvez aller vite, peut-être plus rapidement que d'autres. C'est ce qu'on a fait en particulier sur le secteur 1 MW sol, où il y a eu des annonces qui ont facilité effectivement rapidement l'obtention de permis de construire, mais derrière, la brique tarifaire n'est pas sortie, donc on a un peu du stock de projets aujourd'hui qui sont prêts depuis 18 mois, et pour lequel on attend ce tarif-là. Nous, ça nous expose à quoi? Ça nous expose à peut-être atteindre un petit peu notre indépendance. On n'en est pas encore là, mais le risque in fine, c'est ça. C'est de devoir recourir à autre chose que de l'emprunt pour pouvoir attendre. Pour vos projets, et je me tourne vers le représentant d'Enedis, vous trouvez une oreille attentive, votre taille n'est pas un obstacle, parce qu'effectivement, vous avez besoin, comme les autres, du réseau. Quel est votre sentiment là-dessus? En général, pour le volet réseau, on n'a pas de difficulté à trouver de la place. On a une bonne partie de nos projets qui se connectent sur le réseau dit HTA, qui est généralement disponible. Après, on se heurte aux mêmes difficultés que tout le monde pour le HTB. Mais un projet qui va sur ce type de tension-là a toujours un peu plus planifié d'attendre. Donc de ce côté-là, on n'a pas trop de difficultés. À l'inverse, la taille de nos projets, vous parliez de ça, ne pose pas de difficulté non plus à être accepté. Et étonnamment, on a la loi qui parfois va nous contraindre à faire de la surconcertation, j'exagère un petit peu, mais c'est-à-dire d'inviter beaucoup de gens autour de la table que ça n'intéresse pas nécessairement. Je pense par exemple aux comités de projets qui sont issus de la loi d'accélération énergie renouvelable, qui s'appliquent à des projets à partir de 2,5 MW au sol. Quand on a un projet de 3 MW sur terrain dégradé, foncier d'une commune, avoir invité toutes les communes limitrophes, c'est peu utile au projet. Il n'a pas besoin de légitimité supplémentaire, il est souvent bien compris. Donc on est parfois contraint par la loi plutôt que par notre taille, qui au contraire est plutôt bien vue. Très bien, merci beaucoup. Vous allez pouvoir reprendre la parole un peu plus tard. Xavier Deval, vous êtes exprimé déjà ce matin. Vous êtes vice-président, je rappelle, du CER. Vous venez d'entendre un peu toutes ces interventions. J'ai envie de vous poser la question simple que nous avons tous à l'esprit. On sera vraiment à l'heure au rendez-vous ou on a pris du retard? On a pris du retard, ça c'est certain. En fait, moi, en entendant toutes ces interventions, ce qui me revient systématiquement, c'est la notion de constante de temps. En fait, on est sur une mutation de notre système énergétique, au sens très large du terme. Et donc, on mélange à la fois des temps longs et des temps courts. Et donc, garder une synchro, une mobilisation de tous ces acteurs qui sont sur des constantes de temps différentes est un exercice excessivement difficile. Au premier ordre, je voudrais remercier Madame Durand d'être là devant nous, de venir sans langue de bois nous parler, nous faire le point où on en est, nous donner au passage quelques annonces intéressantes. Si enfin, Deo Gracias, nous avons un S24 en juin, nous serons la plus heureuse des assemblées, j'imagine. Et donc là, je salue le fait que dans un moment un peu compliqué, venir se présenter devant nous, chapeau, bravo et merci. Et ensuite, je rappelle que la DGEC, nonobstant
quelques discussions un peu complexes de temps en temps étendues, et il y en a dans n'importe quelle organisation et dans n'importe quelle industrie et dans n'importe quel monde. C'est notre partenaire, c'est notre interlocuteur privilégié et ils sont à la manœuvre à nos côtés en permanence. Donc ça aussi, ça mérite quand même un petit coup de chapeau de la part de notre Assemblée aujourd'hui. Les constantes de temps. Enedis, RTE, on a besoin d'un temps long parce qu'on ne change pas tous les transfos et tous les tuyaux de France en claquant des doigts. Mais nous aussi, dans nos perspectives, parce qu'on voit bien que les entreprises, il y a des grosses boîtes, des moyennes boîtes, des petites boîtes, et chacun, dans nos constantes de temps personnelles, on a besoin d'un minimum de visibilité. Et donc moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que un cap clair, le moins de changements possible, et peut-être un peu plus de concertation pour discuter, parce que s'il y a des modifications à faire, il faut qu'on les anticipe, qu'on les planifie, et pas qu'elles viennent d'une idée saugrenue de quelqu'un dans un cabinet qui se dit un jour, un matin, tiens, si on faisait ça. Et dans ces temps longs et ces temps courts qui se croisent, il y a l'industrie, il y a le réseau, il y a les développeurs, il y a le marché, il y a les prix, etc. Et encore une fois, je suis électronicien, j'ai appris quelque chose à l'école, c'est qu'on distingue les transitoires des régimes établis. Quand on passe d'un ancien monde carboné, régime établi, à demain un monde décarboné, régime établi, entre les deux, il y a un transitoire qui va être complexe à gérer. Ces phases transitoires, j'allais dire, je refais mon analogie du bateau de ce matin, c'est comme la petite barque. Quand j'ai une petite barque qui est à cheval entre deux vagues, je fais comme ça. Si j'ai un gros bateau qui fait 100 vagues, il ne bouge pas. Donc on n'est pas du tout chahuté par les mêmes conséquences les uns et les autres. Mais le gros bateau, il ne peut pas tourner, et la petite barque, elle peut vite aller prendre un bord, etc. Donc, il faut qu'on arrive à garder toute cette flotte synchrone. Ça ne passe que par discuter, échanger, communiquer, si possible sans invective, sans aller en permanence, etc. On n'a pas besoin forcément toujours de monter le ton. Il faut savoir trouver le ton juste. Mais à partir de là, essayons d'envoyer du positif. Nous sommes une énergie positive, nous sommes une énergie qui représente l'avenir. Tout le monde doit être fier de nous. Mais non seulement nous, motivés, mobilisés qui le sommes, mais ceux qui nous regardent à l'extérieur. Daniel Bourg, j'imagine que vous vous retrouvez dans ces propos, vous faites le même constat, enfin, c'est un peu dans la lignée de ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Bon, je crois que... Allez-y, c'est ouvert, oui. Oui, ça marche. Bah oui, on est dans la même vision, dit un peu différemment. On parlait d'ADN, mais le résultat est le même. Il y a quelque chose qui est intéressant sur l'analyse du temps. Si on veut accélérer, ça passera forcément par le guichet, parce que ça peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que tous les dossiers qui sont en appel d'offres. On ne va pas en parler, mais ce n'est pas le sujet là actuellement. J'imagine qu'il y aura d'autres moments où on en parlera. On est très soucieux de ce qui se passe actuellement sur le temps long, de plus en plus long, d'obtention des autorisations de permis. Il y a une dégradation. Nous, dans mon entreprise, on a perdu 6 mois en moyenne en 3 ans. Donc 6 mois de plus. Ça, c'est les questions dues au foncier, par exemple. C'est pas du tout lié au foncier. Non, c'est tout le foncier. C'est toute la toujours. Oui, c'est ça. C'est simplement les différentes simplifications qui nous sont données, simplifications entre guillemets, qui aboutissent à ce qu'on ait effectivement des choses beaucoup plus... des usines à gaz. Hein. Nous, quand on travaille dans d'autres pays, on voit bien qu'on a quand même une situation française qui est assez étonnante en la matière. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est compliqué parce que ce n'est pas du tout du ressort de la DGEC. C'est ça le problème. C'est qu'on a un allié avec nous objectif qui a aussi envie qu'on aille plus vite sur ces dossiers parce que l'équilibre, il faut peut-être le préciser, on a un équilibre de PPE qui s'établit avec tous les différents segments du solaire. C'est un avantage, un inconvénient, on peut en discuter, c'est une réalité. Donc, l'année dernière, ce qui a monté énormément, c'est avant tout le guichet. Ça a été l'autoconsommation, ce qu'on appelle donc les petites centrales, et effectivement, ce qui est S21. Pourquoi ? Parce que le temps long, la complexité qui arrive, le fait qu'il faut être clair aussi, c'est qu'on est tous très dynamiques, et en même temps, au niveau des DT, au niveau des DREAL, il n'y a pas cette capacité d'absorber peut-être tous ces
tous ces dossiers qui arrivent, mais encore plus grave, la capacité de prendre toutes les nouvelles directives, lois, etc., de complications à l'infini. La loi d'accélération, elle commence déjà par une complication, quoi. C'est quelque chose qui est neuf, qu'il va falloir mettre en place. Je ne suis pas sûr que ça va vraiment accélérer rapidement ce qui va se passer. Donc, on est vraiment dans cette gestion-là. Mais si on ne... C'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre sur le solaire, c'est que ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait d'un seul truc avec des très grandes centrales qu'on met là. C'est un ensemble de choses. Et on voit qu'il y a des complémentarités avec des acteurs plus modestes, en tout cas sur le papier. Exactement. On est tous dans la même filière. D'accord. Alors, Christian Buchel, peut-être un mot, cette notion du temps, réponse un peu courte, et je redonne la parole à Hermine Durand avant de passer aux questions. Je partage complètement ce qui a été dit sur le temps. Je redis quand même, je pense qu'on fait un très gros travail, d'ailleurs avec le SER, avec Enerplan, on fait un très gros travail pour de cartographier, pour dire qu'est-ce qui est accessible très vite versus qu'est-ce qui est accessible parce qu'on le construit ensemble. Deuxième message sur le temps, puisque ça a été évoqué. Nous, on travaille entre nos collègues du directoire de RTE nous-mêmes, on travaille très activement, vraiment de façon très opérationnelle. Ça a été dit, hein, il faut du temps, mais on agit vraiment collectivement parce qu'il n'y a qu'un seul système électrique. Et à la notion du temps, je rajoute quand même, j'insiste un petit peu là-dessus, la notion de chaîne de valeur complète. J'évoquais avant de la production, c'est vous dans la salle, aux usages. Si on ne remplace pas du gaz, pompe à chaleur, la mobilité électrique, ça a été évoqué. Donc il y a les usages, et derrière les usages, il y a les prix de marché qu'évoquait Daniel Bourg à l'instant. Donc on voit bien que la connexion usage-production à travers les réseaux, elle est essentielle. Et le dernier point sur le temps, qui est à la fois le temps et la chaîne de valeur complète, c'est les compétences. Si au représentant des Linsal, tu disais tu n'as jamais autant embauché, les compétences aussi, c'est un temps long. Nous, on a vu, et c'est vrai en France, c'est vrai au plan européen aussi, on a vu qu'un des principaux de barrières à franchir, c'est d'avoir les compétences. Voilà, on parlera d'ailleurs ce soir de l'emploi et de la formation, qui est avec la filière. On a créé, avec le soutien du ministère de l'Éducation, on a créé des écoles de réseau pour attirer les jeunes à partir de 14-15 ans, parce que c'est là que ça se prépare, le temps moyen et le temps long, parce qu'on a besoin de ces compétences-là. Ce n'est pas qu'une transition énergétique, c'est une transition de société qui va d'un point A à un point B. Merci beaucoup. Mathieu Tuche, un mot, 30 secondes, et puis on terminera cette table ronde juste avant les questions avec vous, Hermine Durand. Oui, peut-être juste un mot rapide. On a parlé il y a des choses qui sont difficiles pour accélérer, il faut des nouvelles choses à penser, à mettre en place. Et puis, il y a parfois des choses qui sont peut-être plus disponibles à mettre en place. Et parfois, on peut s'interroger sur pourquoi ce n'est pas en place tout de suite. Moi, je m'inscris je suis monsieur sur le temps court, entre guillemets. Mais je pense en particulier à des décisions qui me semblaient être appropriées, qui ont été prises dans le cadre du débat de la loi d'accélération et qui ne sont pas forcément mises en œuvre aujourd'hui. La possibilité de mixer un tarif issu d'un appel d'offres creux avec d'autres systèmes de contrats, que ce soit des PPA, mais nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est des demandes d'autoconso pour des collectifs, par exemple, qui seraient portés par une commune ou demandés par une commune, qui sont susceptibles de créer massivement plus d'acceptation qu'un comité de projet, malgré tout très théorique dans ses capacités de bienfait sur un projet. Et puis, il y a aussi une autre chose qui interroge parfois, dans un moment où on court après un peu les mégawatts qui se réalisent, des appels d'offres qui annoncent des volumes de lauréats qui soient au niveau des objectifs. Parfois, on s'interroge sur le niveau le curseur que donne la CRE à l'appréciation de la recevabilité d'un certain nombre de dossiers. J'ai un exemple, par exemple, au dernier appel d'offres bâtiment, des projets ont été rejetés parce que recouvrant des activités sportives et le cahier des charges a été modifié après coup. Bon exemple. On ne comprend pas pourquoi ça a été mis en place. Il y a un soupçon de contournation de l'esprit de l'appel d'offres. Et pourtant, moi, j'ai développé des projets de ce type-là. Et me le faire dire après un permis de construire, c'est un peu difficile à entendre. Alors, on n'a pas que ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y a des questions comme ça qui me semblent être de l'ordre des choses faciles à mettre en œuvre pour ne pas reculer, en tout cas. Merci beaucoup. Hermine Durand, au fond, moi j'ai un peu l'impression que cette table ronde, elle n'est pas relativement, elle est consensuelle. Enfin, vous allez tous dans le même sens. Bon, il y a des nuances, on voit bien, il y a parfois des freins, il y a l'analyse du temps qui n'est pas forcément exactement le même, mais juste peut-être quelques mots et on passera aux questions avec David.
Oui, merci beaucoup pour vos différentes interventions. Peut-être sur la loi d'accélération, quelques points en réaction. Alors déjà, je vous félicite pour le projet qui, en fait, n'aurait pas besoin de comité de projet tellement il est bien accepté localement. Je pense que ce serait l'idéal pour l'ensemble des projets. Donc, je pense que vous avez tous en tête que la loi d'accélération, quand elle est entrée au Parlement, elle ne comportait pas l'ensemble du dispositif de planification ascendante avec ces zones d'accélération. On a vraiment fait du damage control pour dire dans les zones d'accélération, très bien, il y aura des bonus, mais en dehors des zones d'accélération, il faut que les projets soient possibles. Et donc effectivement, le comité de projet, c'est une façon de dire, bon, on n'est pas dans une zone d'accélération, mais on va quand même checker avec tous les gens locaux que le projet est bien accepté. Et donc effectivement, si vous arrivez au comité de projet avec un projet qui est déjà extrêmement bien ficelé et accepté, j'espère que ça ne reste qu'une formalité et que vous pouvez quand même avancer. Voilà, c'est long. Je pense que le décret, lui, pour le coup, il n'est pas très long. On a essayé de vraiment limiter au maximum pour rester dans l'esprit de la loi tout en ne freinant pas le développement des projets. Donc voilà, j'espère qu'il y aura d'autres bons exemples comme celui-ci. Concernant les possibilités d'appel d'offres mixtes, donc effectivement, c'est une possibilité qui a été introduite dans la loi. Alors, j'ai compris que vos projets étaient plutôt sous guichet, mais vous avez les deux, d'accord. Donc, on y réfléchit. Après, je pense qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de concertation avec la filière. C'est important qu'on puisse bien discuter de comment est-ce qu'on ferait un AO mixte entre complément de rémunération et PPA. Il ne faut pas qu'on arrive dans un système où quand ça arrange le développeur de passer en PPA, hop, il passe en PPA, et puis dès qu'il y a des problèmes, hop, il revient dans le tarif, parce que dans ce cas-là, voilà, pour l'État, c'est pas forcément un dispositif qui serait utile. On parlait tout à l'heure d'économie. Enfin, il faut vraiment que ce dispositif soit gagnant-gagnant pour la filière et pour l'État. Donc ça, on est complètement à votre disposition pour y travailler. Voilà, et concernant enfin les instructions des projets, donc effectivement la DGC n'est pas le service instructeur référent, mais néanmoins nous avons un regard sur le pipe de projet. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Transition écologique, avec les services déconcentrés. On essaye aussi, quand c'est possible, de débloquer des projets. On a une expérimentation de TGV administratif, donc on reste quand même vigilant, même si effectivement ce n'est plus stricto sensu dans notre périmètre. Merci beaucoup Hermine Durand. David, je me tourne vers vous. Oui, effectivement, beaucoup de Gilles. questions. Merci à vous tous d'avoir posé des questions. Elles sont nombreuses. Sans grande surprise, elles font écho à ce que vous évoquiez tous, la question du temps. Beaucoup de questions, notamment adressées à vous, Madame Durand, concernant les problématiques d'agenda, sur l'arrêté tarifaire S21. À quelle échéance peut-on espérer une concertation sur la révision, également qui a date de début pour le S24. Alors, au-delà peut-être même de l'agenda, parce que même si on est devant un parterre de spécialistes, l'objectif c'est quand même d'être inclusif. On évoque beaucoup le S21, le S24, peut-être juste un mois avant les éléments d'agenda, juste pour nous redire ce dont il s'agit, pour que tout le monde soit bien au niveau. Oui, bien sûr. Alors, c'est deux arrêtés tarifaires donc, de type guichet. Vous arrivez avec votre dossier et vous avez un tarif si vous êtes bien éligible. Sur le S24, donc le nom de code pour cet arrêté tarifaire pour les projets au sol. Donc je rappelle les grandes lignes qui ont été concertées avec la filière. On a veillé à mettre tout le monde dans la même pièce pour être sûr que tout le monde se comprenait bien, que ce soit côté développeur, côté Enedis, EDF-OA, DGEC et les autres services de l'État. Donc les grands principes, c'est donc un tarif unique pour l'ensemble des projets au sol, une prime bas carbone que j'évoquais tout à l'heure et un guichet unique donc, qui transitera par Enedis tel que c'est fait pour le bâtiment avec une mise en œuvre. Donc, tout à l'heure, je précise dans mon annonce, c'était bien qu'on allait saisir le Conseil supérieur de l'énergie en juin. Donc derrière, il restera quelques étapes avant que le guichet puisse être réellement opérationnel, mais nous y travaillons. Donc on espère une mise en œuvre progressive au cours du second semestre 2024 qui pourrait peut-être déborder sur 25, mais on espère avec Enedis qu'on arrivera à ne pas trop déborder, n'est-ce pas ?
Et voilà, donc pour le S24 en élément de calendrier. Sur le S21, donc aujourd'hui, il n'y a pas de remise en cause du S21. Donc je veux. S21, repréciser. Pardon, alors je recommence pour le S21. Donc le S21, c'est the dispositif pour les projets sur bâtiment, ombrière et voilà, j'oublie toujours le titre, c'est très très long. Donc c'est le dispositif guichet tarifaire pour les projets sur bâtiment jusqu'à 500 kW crête. Donc pour celui-ci, nous n'avons pas de révision formelle en cours, donc je vous rassure. Et par contre, oui, nous sommes vraiment en attente des éléments techniques, économiques de la filière. Donc je vous propose dans les prochaines semaines qu'on ait des réunions d'échange, des partages d'informations. Et prenez aussi le temps de consolider les positions. Je sais que voilà, au sein des différents syndicats, c'est une étape qui est aussi importante. Donc oui, nous sommes à votre disposition pour y travailler. Autre question, David. Alors, petit bug technique, je ne vous le cache pas, j'ai perdu les questions, mais c'est pas grave, je m'en souviens notamment de quelques-unes. Il était question de la révision possible ou pas du palier 3 kWh pour bénéficier de la TVA à taux réduit de 10% et éventuellement envisager de voir ce palier monter à 9 kWh. Alors, pardon, oui. Alors, je me trompe peut-être dans les unités. Vous me dites effectivement, Xavier Daval, si je me trompe. Qui peut répondre effectivement à cette question-là? Alors. Aujourd'hui, donc c'est une mesure fiscale qui bénéficie aux plus petits projets. Oui. Donc régulièrement, il y a des demandes d'augmenter cette exonération jusqu'au palier 9 kW. Pour l'instant, nous n'avons pas de mesure en ce sens, même si c'est régulièrement proposé au PLF. Nous pensons qu'il faut garder une incitation plutôt pour les plus petits projets. Donc nous n'avons pas d'objectif de rehausser ce seuil. Toute dernière question, David, parce qu'on a pris un peu de retard. Oui, effectivement. Alors, concernant les sentiments du marché, on sera plutôt pour les acteurs, donc pas Madame Durand, du coup. Quel est le sentiment du marché quant au renouvellement ou non du dispositif PPE2 de la Creux? Silence. Alors, Daniel Bourg, prenez peut-être le micro. Et puis un mot peut-être avec Xavier Daval après. Merci. Honnêtement, là, je ne comprends pas forcément la question. La question. Le problème qu'on a, pourquoi je parlais de la Creux, c'est que c'est la Creux qui calcule effectivement en N+2, si j'ai bonne mémoire, le coût pour le budget de l'État à travers la CSPE, y compris les mesures de soutien qu'il puisse avoir pour nous. Sachant que ça marche dans les deux sens, n'oublions pas, l'année dernière, ont été un contributeur positif, et l'année d'avant très positif pour le budget de l'État. Donc là, la question de ce qui se passe actuellement, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que justement, on n'a pas de visibilité, et c'est ce qu'on aimerait, nous, obtenir. C'est de dire, on comprend l'inquiétude, parce que quand on voit un prix de marché qui descend à 12-13 euros en M0 pour le mégawattheure, ça crée une certaine tension au niveau de l'État en disant mais tout ça c'est un coût qui va marcher. Mais on ne sait pas comment l'État calcule de fait les répercussions qu'il y aura dans son budget. C'est en ce sens-là où je disais qu'il y avait pour nous une inconvention. On ne sait pas, par exemple, EDF-OA, est-ce que EDF-OA met ça sur le marché spot ou est-ce qu'il le met sur le marché à terme? Alors, peut-être juste un mot. Effectivement, ce sont des questions importantes, un peu techniques, mais Hermine Durand s'est penchée vers moi en me disant « mais j'ai la réponse ». Alors, je propose qu'on relise ensemble la délibération de la Creux de 2017 qui apporte pas mal de réponses sur la façon dont sont calculées les charges de service public. Bon, un mot, Xavier Daval, sur ce point. Sur ce point particulier, c'est juste que, effectivement, on a pris cette habitude, et encore une fois, je parlais de temps long et de visibilité, d'avoir ce système d'encadrement des appels d'offres, etc. Techniquement, effectivement, il va arriver à terme. Et la question de savoir, c'est si on repart sur une séquence discutée avec l'Europe sur des enveloppes, etc. C'est le prochain point d'interrogation qui se profile à l'horizon et pour lequel, j'espère, on sera impliqué le plus tôt possible dans les discussions préalables. Toute dernière question, David. Oui, effectivement, et ce sera pour faire le lien avec la table ronde suivante concernant l'agrivoltaïsme. Donc,
a fortiori une question pour Madame Durand aussi. Est-il prévu des objectifs spécifiques pour l'agrivoltaïsme? Ça, c'est le premier aspect de la question. Et le second aspect, les aménagements nécessaires pour garantir les services à l'activité agricole, induits et circuits CAPEX-OPEX. Comment envisager la structuration des appels d'offres pour prendre en compte les projets agri-PV? Bon, on va parler de ça effectivement dans un instant, peut-être juste un mot, et puis on va s'en tenir là. Voilà, en tout cas, pour introduire la table ronde suivante. Voilà, très bien. Juste un mot, alors allez-y. Donc un mot sur les objectifs. Oui, notre rêve, c'est d'arriver à découper l'objectif global sur le PV en différentes catégories de projets, les gros, les petits, mais aussi en fonction des différentes technologies et surfaces. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui si on aura dans la PPE en dur un objectif sur l'agrivoltaïsme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura besoin de toutes les branches de la filière PV, hein, comme le disait Daniel tout à l'heure. Donc que ce soit du PV sol sur les surfaces qui seront identifiées dans les documents cadres, de l'agrivoltaïsme sur les espaces agricoles, des petites et moyennes toitures ou grandes toitures, et j'en oublie, mais ça doit être à peu près ça. Voilà, donc oui, on aura besoin de tous les types de PV, et concernant les dispositifs de soutien, on a besoin aussi de les adapter. Donc sur l'agrivoltaïsme, on y réfléchit dès à présent, hein, sur les appels d'offres. On cherche des critères, c'est pas simple, pour savoir comment mieux répartir les installations entre ce qui ressemble plutôt à des coûts type bâtiment, parce que c'est très haut et c'est plus cher, et ce qui ressemble plutôt à des coûts type sol, parce que c'est plus bas et c'est moins cher. Je caricature évidemment, mais c'est vrai que c'est des questions qui sont extrêmement sensibles, et il faut qu'on puisse bien les dimensionner, donc encore une fois en concertation avec la filière, avec l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. Et pour les arrêtés tarifaires, on va aussi y travailler pour l'agrivoltaïsme, pour pouvoir avoir des guichets qui sont adaptés aux enjeux des petits projets agrivoltaïques. Merci beaucoup, ça fera effectivement la bonne transition avec la table ronde numéro 2. David, je vous passe le relais pour l'animation de cette table ronde, consacrée donc au modèle de développement collectif. Je vous remercie tous les 5 d'avoir pris la parole. Merci à vous.